Je me suis posé la question d'abord de mon utilité, donc dans le choix de ma profession. Je me suis dit, mais je voulais pas faire une profession qui me semblait... je dis pas que les autres professions sont inutiles, mais moi, j'avais une prétention à l'utilité auprès de gens, quoi. C'était ça qui me motivait le plus. J'ai commencé à la Fondation Ebenezer auprès de personnes handicapées. C'est là que j'ai fait mes premières armes, assez difficilement parce que c'était des conditions de travail qui étaient dures. On était quelques jours par semaine, 3 pour 18 personnes en fauteuil roulant. Il fallait faire les toilettes, il fallait faire le ménage, il fallait tout faire. Et c'était vraiment épuisant. Puis après, j'ai été dans d'autres groupes avec des handicapés profonds qui ne parlaient pas. Donc voilà, ça m'a demandé aussi de m'adapter à ce type de personnes, trouver d'autres formes de langage. Et ça a été extrêmement riche pour moi. Et je suis infiniment reconnaissant à ces personnes parce qu'ils m'ont permis de devenir ce que j'avais envie d'être. Chez les personnes handicapées d'Ebenezer, il y avait aussi du temps libre parce qu'il y avait des ateliers. Donc l'idée, c'était de retrouver une espèce de rythme normal à l'intérieur d'une institution avec le temps de récupération, le temps de travail et le temps de loisir. J'étais un peu un électron libre. Je proposais des sorties aux gars. J'allais, quand ils avaient la paye, j'allais au bistrot avec eux pour qu'ils puissent un peu dépenser leurs sous, puis qu'ils voient qu'au fond, leur travail, ça leur permettait d'accéder à un certain nombre de choses. On allait à des concerts, on faisait des choses comme ça. Et je me rappelle, les premières bouffes avec eux, c'était Pantagruelier, quoi. Les gars, ils prenaient des pizzas comme entrée, quoi. Puis après, spaghetti carbonara, donc, et le dessert. Donc, ils étaient assez aux formes à la fin du repas. Moi, quand j'ai commencé en 76, c'était la misère, hein. J'étais le seul Suisse qui travaillait au niveau de la base, quoi. On avait des blouses blanches, tu vois, on faisait tout. Petit à petit, il y a eu de l'argent qui est venu, mais il y a eu des demandes de modification de statut du personnel. Donc tout à coup, ce personnel qui était en blouse blanche est devenu des aides-éducateurs, des choses comme ça. Tu vois, c'est passé du médical au social, comme ça, ça a glissé. Et il y a pas mal d'argent qui est arrivé comme ça. Donc tout d'un coup, on a gagné mieux notre vie et tout d'un coup, on a accédé à des postes auxquels on n'aurait pas pu penser 2 ans auparavant. Enfin, c'était assez spécial, quoi. Il y avait vraiment une mutation là, forte. Et moi, j'ai profité de cette mutation, hein. On s'est retrouvé une petite équipe autour de ce centre à réfléchir à une autre structure qui se permettrait l'intégration des personnes handicapées, mais pas à l'intérieur de l'institution, à l'extérieur. Donc là, notre idée, c'était de créer un centre de loisirs, qu'on appelait ça à l'époque, en ville, pour accueillir ce type de population. Pendant 2 ans, on a débattu, mais est-ce que c'était bien d'avoir un lieu spécifique pour personnes handicapées mentales Enfin, maintenant, on dit en situation de handicap, j'arrive pas à m'y faire. Alors, voilà, j'espère que les puristes me pardonneront. Et donc là, on a réfléchi à une structure pour aboutir à un lieu qui serait ouvert à tous, avec une attention particulière aux jeunes et aux personnes handicapées. Donc, un lieu qui s'implanterait plutôt dans un quartier, avec l'idée, voilà, de participer à la vie de quartier, d'accueillir des personnes handicapées, des jeunes, etc. En 82, on a ouvert le centre de loisirs de la Passerelle, qui était à la rue du Simplon, dans cet esprit-là, d'accueillir des personnes handicapées, de leur faire une place dans ces lieux. On a d'abord eu beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes qui émanaient du mouvement de Lausanne Bouge. Il y avait pas mal de punk, de gens comme ça. Donc ça, c'était les premiers apprentissages de l'animation auprès de jeunes. Il y avait encore tous des gars qui avaient plus ou moins participé au mouvement, qui étaient les punks et certains skinheads. Ils ont débarqué chez nous. Ils appelaient ça le petit centre au début, tu vois. Et les gars, ils arrivaient et puis
Donc il se défonçait pas mal à la triclo, c'est une espèce de solvant. Ils imbibaient des chiffons de ce solvant et puis ils se le mettaient sur la figure, puis ils partaient dans la... Puis c'est même pas agréable, hein, tu pars dans la nuit noire, t'es un peu comateux, quoi. Enfin, c'était assez... Mais des gens, on a passé des super moments, hein. À part que quand ils posaient leurs rats sur la table, moi je suis limite phobique des rats, c'était pas très drôle, quoi. Donc, tout d'un coup, tu voyais une queue qui sortait de sous la chemise. Et puis, mais j'aimais bien, là, ils avaient un côté, bah, c'était No Future, hein, et puis quelque chose d'assez... Puis moi, je me reconnaissais assez bien là-dedans, euh, et puis surtout de leur ironie. J'aimais beaucoup ouais, des fois ça allait loin, hein, mais moi j'ai bien aimé ça, quoi, chez eux. C'était assez sympa, ça. Si tu veux, ma grande surprise, ça a été vraiment là, c'est quand j'ai accueilli les premiers jeunes à la maison de quartier, à la passerelle. Moi, j'avais jamais travaillé avec des ados ni rien, donc et tout de suite, ça a collé, quoi. Et ça a collé à cause des... pas à cause, grâce aux personnes handicapées. Parce que c'est auprès d'eux que j'ai appris mon boulot, tu vois. Et toute la question relationnelle. Après ces 15 ans, bah, on a eu toutes sortes de péripéties, le plafond qui nous tombait dessus dans nos locaux. On avait eu un voisinage avec des salons de massage à l'étage qui posaient quand même des fois quelques problèmes. Donc il y a eu des péripéties vraiment extraordinaires. Et euh, oui, mais c'était plus possible de tenir là, quoi. C'était aussi la période où il y avait beaucoup de spéculation immobilière. Et là, il y a un gars qui avait racheté l'immeuble et qui voulait faire des trucs de luxe. Il n'avait pas les moyens. Enfin, bref. C'était une histoire pas possible, mais enfin, ça nous a précarisés. Donc, nous, on a dû chercher d'autres locaux. Donc, on a commencé à chercher d'autres locaux. Puis après, on s'est dit, ouais, mais peut-être qu'il faut changer pas seulement de locaux, mais aussi de concept. De se dire, on va créer une maison de quartier. Donc on a établi des plans, un projet, des plans. On a trouvé un architecte qui nous a fait une maquette pour qu'on puisse bien visualiser ce qu'on voulait et tout. Et on a fait une pétition aussi pour soutenir le projet et puis surtout pour reloger le centre de loisirs de la Passerelle, mais en disant on veut un projet de maison de quartier. Et puis, donc, on a été pêcher des signatures, et après, on a déposé ça. Et puis, ça a été l'objet d'un préavis, cette histoire de maison de quartier sous gare. Tu vois. Donc, ça a suivi la commission des pétitions, un préavis qui nous donnait la possibilité d'ouvrir cette maison de quartier avec, voilà, avec un immeuble qui allait être complètement refait, qui était la maison de paroisse de Montriond, avec la pratique de la passerelle qui a duré 15 ans. Il y a d'autres gens qui sont venus, qui ont fait partie du comité, qui ont soutenu cette démarche. On a eu des gens importants, par exemple quelqu'un comme Jeanne-Marie Perrin, qui était une conseillère communale socialiste, mais qui était femme de pasteur. Et elle a facilité les discussions avec la paroisse qui se sentaient dépossédés de leur maison, puisqu'elle allait... Ouais, c'était assez... Donc on a eu des gens, des personnages assez clés qui nous ont aidés. Hein. Mais on avait un projet qui était sympa, qui était assez fédérateur pour... Et voilà. Et puis, j'ose à peine te dire comment le projet a été fait, hein, parce que moi, j'ai mis 2 heures sur un coin de table pour le faire, quoi. Et puis, ça correspondait tellement à quelque chose que c'est parti, boum, quoi. Moi, c'est ce que je défends. On peut faire tous les projets qu'on veut. Si ça rencontre pas une envie, un besoin et tout, eh ben, c'est assez compliqué. Puis on peut les peaufiner comme on veut, avoir des tas de trucs vachement bien, avec des PowerPoint et tout ce qu'on veut. Si ça correspond pas, ça correspond pas. Hein. Et ça, ouais, c'était joli, parce que c'était à la fois surprenant, puis ouais.
Ouais, c'était assez surprenant de voir comment ça peut tout d'un coup susciter une adhésion assez générale, quoi. On a emménagé style juin, juillet. Mais bon, on n'avait pas grand-chose à mettre là-dedans. Il y avait déjà du mobilier qui était fourni avec enfin, tu vois, avec les travaux. Mais nous, on n'avait pas grand-chose. On était des misérables. On a dû aller acheter des casseroles pour la cuisine. Enfin, on a mené un bal pour aménager ce lieu. Et puis, bon, on a repris des activités qu'on avait déjà à la passerelle. On les a prises avec nous, évidemment, à la maison de quartier. Donc, au début, on a continué comme ça. Puis, on est arrivé, donc, je te disais, en juillet. Puis, en novembre, on fait l'inauguration. 600 personnes dans cette boîte, tu vois. Putain, moi, je me suis dit, de Dieu. La responsabilité, toi, tu dis, mon Dieu, je savais pas que c'était à ce point intéressant, notre truc, tu vois, que et, mais après, je dirais que à partir de là, il a fallu à peu près 5 ans pour trouver la vitesse de croisière, tu vois. Mais je me rappelle au début, on avait un tout petit lieu, tu vois. Et après, on avait ce son, on avait l'impression de faire des kills pour... la première... je crois que je me rappellerai toujours de la première vaisselle qu'on a fait là-bas. C'est dit, mais c'est pas possible, le temps qu'on passe à faire ça, on va devenir fou ici. Bon, on n'était pas beaucoup, hein, on avait 2 postes et demi d'animateurs. Rapidement, on s'est dit, au vu un petit peu de comment ça se passait, puis du succès qu'on pouvait rencontrer, parce que beaucoup d'activités en supermarché et tout ça, on s'est dit qu'on avait un peu une responsabilité que ce projet aboutisse, soit porteur, si on voulait qu'il y ait d'autres maisons de quartier qui s'ouvrent à Lausanne. Donc, je pense que, alors modestement, on a rendu service un peu aux autres maisons parce qu'en montrant la faisabilité et la viabilité d'un lieu comme ça, son importance dans un quartier, etc., etc. Et ça, je dois dire que pour moi, c'est un motif de fierté d'avoir contribué à ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé sur le plan syndical, mais aussi sur... je me suis engagé dans la fondation pour essayer de défendre au mieux les intérêts des animateurs. J'étais délégué... à l'époque, on faisait partie du comité de la fondation, donc j'étais délégué au comité. Et c'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je crois que depuis le début, la voix des animateurs a été très peu entendue. Le fait d'être salarié, d'avoir des bonnes conditions de travail suffisait pour qu'on puisse nous dire, bon, de toute façon, vous êtes bien payé, vous avez des bonnes conditions, donc c'est nous qui décidons de ce que vous allez faire, vous. On a un peu cette impression-là. Moi, depuis que je travaille à la FLCL et à la FASEL et tout ça, j'entends dire, nos budgets seront attaqués, nous sommes critiqués, tout. Mais c'est normal. C'est l'animation qui est comme ça. Si elle était... Yvette Yagui disait de l'animation que c'est un lubrifiant social. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas que du lubrifiant, il y a aussi le grain de sable dans la machine qui doit y être. On peut pas... Alors évidemment, c'est bien que ça se passe bien dans les quartiers, mais on n'est pas là pour que ça se passe bien. On est là pour permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer et parfois à leur permettre d'être ce qu'ils ont envie d'être. C'est ça notre boulot. Alors, il faut reconnaître ça comme ça, puis dire, nous, ce qu'on défend, finalement, c'est un mandat large d'animation dans les quartiers. C'est manifester cette indépendance, de dire, écoutez, ça, c'est notre boulot, on le fait, quoi. Alors, si tout d'un coup la ville dit « Ouais, mais là-dessus, nous, on repère un problème, qu'est-ce que vous en pensez ?» on peut leur dire. Mais on établit aussi des diagnostics qui ne sont pas entendus. On leur dit ça, faudrait peut-être abandonner parce que c'est plus pertinent et tout. Et ils disent pour des raisons que j'ignore, mais probablement pour des raisons politiques, d'image, souhaitent que ça perdure.
Et puis ça, je trouve que ça joue pas, quoi. Il faut aussi... Donc, tu vois, c'est pas mal autour de la reconnaissance, au fond, de nos compétences et des qualités de l'animation socioculturelle qui est développée qu'on a des soucis. Mais moi, je dirais, on a des soucis collectifs, parce que moi, en tant qu'animateur à la maison de quartier, je me sens pas brimé. Il y a un gros investissement de la ville dans les maisons de quartier, puisque en fait, ça fait bien d'en faire maintenant. Et d'ailleurs, il y a des lieux où on n'a pas demandé de maison de quartier où il y en a, donc ce qui est un peu paradoxal. Et on peut... Moi, il me semble qu'on ne peut pas changer un centre socioculturel en maison de quartier comme ça. Que ça, c'est le fruit d'un processus, mais pas d'une décision d'en haut de parachuter des équipements dans les quartiers, quoi. Il y a une volonté d'avoir un retour sur investissement, puis si tu veux, de dire, ouais, bah, on a mis 8, 10 millions pour ça, donc il faut que maintenant que ça soit efficient, qu'on puisse contrôler un peu les activités là-dedans, parce que voilà. Donc, moi, je sens ce mouvement quand même qui est assez fort de retour sur investissement quand même de la part des autorités et de contrôle. Moi, je dis, si on entre dans la question du contrat de prestation, de dire, voilà, la ville veut qu'on fasse ça et on dit, nous, ouais, bon, voilà ce qu'on est d'accord de faire. Si on tombe là-dedans, pour moi, on n'est plus dans l'animation socioculturelle. On est dans autre chose. On est des prestataires de prestations, évidemment. Mais on est plus que ça. On va avoir un catalogue d'activités, puis on va présenter nos activités, puis dire... Et puis ça... Alors, ça peut avoir un certain sens. Alors, des centres aérés, des jeunes coordinations, etc. Ok, ça c'est très utile, je ne discute pas. Moi, j'en fais, et je trouve ça très bien. Mais il faut qu'on ait de larges plages d'autonomie, tant pour les animateurs que pour les associations. Et puis que là puisse se développer la créativité de tous, et puis justement des gestions horizontales des équipements, des gestions horizontales des projets, etc. Mais qu'on ne soit pas soumis à un diktat communal, quoi. Enfin, ça joue pas. Enfin, il faut ces grands espaces de liberté pour que l'animation socioculturelle puisse se déployer. Sans ça... on ne parle plus de la même chose, on parle de, voilà, d'écoles, clubs Migros, de choses comme ça, enfin, voilà, qui ont probablement leur utilité, mais qui ne sont pas ce pourquoi j'ai été formé, quoi. Quand je suis arrivé à Lausanne en 76, il y avait le théâtre municipal, il y avait Vidi, et puis il y avait les Faunets, grosso modo. Ça allait pas beaucoup plus loin, enfin, c'était pas terrible au niveau culturel. Après, ça s'est développé, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que pendant cette période, nos activités à nous, elles ont dû tenir compte de cet aspect-là. Hein. Donc, l'animation, elle est assez différente. Reste quand même que ça tourne toujours autour de ces trois questions, ces trois axes, l'axe politique, l'axe social et l'axe culturel. C'est ça qui structure en fait notre pensée et notre vision du travail, et qui l'influence, qui lui donne corps, parce que c'est autour de ça qu'on tourne. Donc le social, c'est toute la question accueil jeune, voilà, la question des centres aérés, tout ça. La question politique, c'est la politique des quartiers, mais c'est aussi toutes les réflexions qui peuvent être menées dans ces lieux pour permettre aux gens d'évoluer, etc., tout ce qui relève de l'éducation populaire, en gros, et puis la question culturelle, la question de la culture récréative et la culture produite par les acteurs. Et ça, on tourne toujours autour de ces questions-là. Après, ça a pris probablement d'autres formes, hein, mais
C'est une question qui est un peu emmerdante parce que tu arrives dans ces lieux, tu as des jeunes qui sont assis, ils ont tous leur téléphone portable sur lequel ils jouent, ils écoutent de la musique et tout ça, ils voient des images. Je veux dire, cette dimension-là de la société, elle a bouleversé plein de choses, y compris chez nous. C'est comme la question de l'Internet, c'est comme ça. Donc, ça a fini d'atomiser les gens aussi, ce truc-là. Chacun pour soi, dans sa bulle, avec son matos, et puis ils ont l'impression qu'ils communiquent parce qu'ils sont sur leur bécane, etc. L'explosion des réseaux sociaux, moi, je trouve ça... Tu vois, Twitter, Facebook, tout ce truc-là, je trouve ça incroyable, quoi. Je dois dire que là, je suis un peu interloqué. Voilà. Je sais pas quoi faire de ça. Enfin, je vois pas tellement le sens. Je peux mesurer quelques évolutions, par exemple chez les gens, mais c'est quoi l'intimité, l'évolution de l'intime et de intérieur-extérieur, on commence à tout mélanger. Enfin, c'est juste un peu hallucinant. Enfin, je veux pas avoir l'air de faire le vieux grognard, mais ça m'a... Tout n'est pas... C'est pas une question négative, c'est que ça interroge sur cette société et son devenir. Ça n'a jamais été un boulot alimentaire, ça a toujours été un boulot qui me passionnait, donc ça m'a toujours titillé ce boulot. Je suis allé toujours avec plaisir au boulot, ça a suscité des réflexions, des grosses difficultés aussi, des grosses remises en question, voilà, mais ça a été vraiment fabuleux comme expérience professionnelle et même de vie, parce que pour moi ça a été autre chose que juste une profession. Ça a été quand même là donc je me suis quand même réalisé en tant que personne, quoi. Vraiment. Pourquoi le choix d'une profession comme ça, aussi auprès de gens qui sont très discriminés, comme les personnes handicapées. Je suis issu d'une famille ouvrière. Enfin, mon grand-père, mes deux grands-pères étaient ouvriers. Un de mes grands-pères était même chiffonnier. Une partie de la famille, du côté de mon père, les Cruchons, bien, ils étaient quasiment des marginaux. Ils habitaient à Bercher, au bord de la rivière en bas, à côté de l'usine Nestlé. Et c'est marrant parce qu'il y a cette usine Nestlé, mon père est devenu cadre chez Nestlé après. Mais, enfin, mon arrière-grand-père a été légionnaire. Et il a été faire la guerre du Tonkin, ce qu'était le Vietnam aujourd'hui, dans les années 1895. Et toute la famille se faisait appeler les Tonkinois. Ils étaient assez discriminés, les gamins, c'était difficile. Ils ont eu, je sais plus, 15, 16 enfants. Enfin, ils habitaient là-bas. Et je me suis senti très, très redevable de ces gens, quoi. Très proche d'eux. Mais mon grand-père, il a commencé à travailler à 7 ans, placé chez des paysans qui le maltraitaient. Il m'a dit une fois, en sanglot au bout de sa table, j'oserais même pas te raconter les histoires qui me sont arrivées. Donc c'est terrible. Et, mes deux grands-pères ont été placés dans des fermes et ils vouaient une haine farouche aux paysans, quoi. Et moi, pas que j'ai eu de la haine contre les paysans, mais je me suis senti très proche de ces gens, très solidaire de leur histoire. Mon père aussi a une trajectoire pendant longtemps difficile. Il a profité aussi des 30 Glorieuses pour pouvoir se développer. Mais un jour, mon père, à l'âge de 13 ans, il s'est retrouvé paralysé sur son lit, malnutrition, etc., etc. Et c'est ces événements-là qui m'ont porté à faire ce boulot, et qui ont sous-tendu un peu tous mes choix, y compris mes choix politiques, quoi. Et je dois beaucoup de choses à ces gens-là. Et voilà, c'est à eux que je dédie un peu et à mes parents que je dédie un peu cette trajectoire professionnelle, quoi.